Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Academia pour le mois de janvier 2023. Alors aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle saison, j'ai décidé de poursuivre une playlist d'émissions démarrée l'année dernière qui s'appelle La Porte des Mystères. Alors cette playlist d'émissions est dédiée intégralement aux sciences occultes. Ainsi, je vous avais proposé déjà plusieurs épisodes, les traditions ésotériques face au monde moderne, les phénomènes de possession et d'exorcisme, le fluide des mages ou la source de la magie, ou encore les grimoires de magie ou la symbolique ésotérique, etc. etc. Pour l'émission de ce jour, j'ai décidé de traiter un sujet parmi les plus importants dans le domaine des sciences occultes, à savoir celui de la magie. Mais plus spécifiquement, la magie, comment ça marche, ou du moins comment cela est censé marcher en théorie. Car je vous rappelle, c'est important de le préciser, que le but de mon émission, et de toutes mes émissions d'ailleurs de façon plus générale, n'est pas de vous prouver la réalité ou non du phénomène magique. Mon but n'est pas d'en faire le débunkage et pas non plus de vous affirmer que ceci existe ou n'existe pas. Mon but est de vous présenter le sujet dans son cadre historique, ethnologique, philosophique, psychologique et évidemment de vous proposer une analyse sur le plan de l'occultisme. Ceci étant dit, voici le plan de l'émission. Alors, tout d'abord, nous allons faire une petite introduction très rapide afin de donner les définitions et de comprendre un peu ce qu'est la magie entre mythe et fantasme. Ensuite, une première partie, on va parler des théories de la magie ou le fonctionnement théorique de la magie sur le plan théogonique et cosmogonique dans les cadres religieux et dans les cadres culturels de façon plus générale. Ensuite, deuxième partie, on va parler de l'arsenal du mage, quels sont les outils, les formules, les rites, les différents accessoires et quelle est, grosso modo, la panoplie opérative des mages et des sorciers. Ensuite, la troisième partie, on va parler de la psychogénèse, ou tenter de comprendre la source, la genèse, comment est censé fonctionner le phénomène magique. Et on va bien évidemment faire quelques parallèles avec différents éléments de la psychologie, et notamment du phénomène de l'autosuggestion, pour analyser la magie, et tenter aussi de dissocier à partir de quel moment on pourrait parler potentiellement de magie, et à quel moment on serait plutôt dans le cadre d'une sorte d'autosuggestion personnelle. Et puis nous terminerons avec une conclusion, l'équilibrisme entre raison et folie, car c'est là bien le cœur de la problématique, la magie entre visible et invisible, entre réel et irrationnel, entre raison et folie, ou encore une fois, entre mythe et fantasme, libre à vous de décider. Pour conclure aussi une bibliographie avec quelques ouvrages de référence pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus et poursuivre leurs investigations. Je m'excuse également, je suis complètement bloqué des cordes vocales depuis un peu plus d'une semaine et j'ai de grosses difficultés à parler longtemps, donc je parle un petit peu plus doucement, ce qui fera plaisir à certains d'entre vous, mais sachez que c'est une énorme difficulté que de produire actuellement cette émission. Alors, pour l'introduction, définissons un petit peu tout d'abord le terme. Tout d'abord, le Larousse nous dit que la magie est un ensemble de croyances et de pratiques qui reposent sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature et qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur visant ainsi à une efficacité matérielle. Autre définition du CNRTL qui nous dit « La magie est un art fondé sur une doctrine qui postule la présence dans la nature de forces immanentes et surnaturelles qui peuvent être utilisées par souci d'efficacité pour produire, au moyen de formules rituelles et parfois d'actions symboliques méthodiquement réglées, des effets qui semblent irrationnels. » Alors là, avec ces deux définitions, on a réellement le cœur de la problématique. La magie, ou du moins les opérations magiques, font intervenir des forces ou des puissances qui sont de l'ordre du surnaturel ou encore de l'invisible, quelque chose qui est hors du champ de la réalité tangible. Mais de l'autre côté, le but de ces opérations et de cette puissance magique est d'agir justement sur le monde matériel ou la réalité tangible. Donc on a d'un côté quelque chose d'invisible et d'immatériel qui est censé se manifester ou agir sur le réel ou le matériel. Là, vous voyez que ça peut être très compliqué et va ouvrir de nombreuses portes de réflexion. Alors, autre chose pour terminer cette petite introduction, de nos jours, qui croit à la réalité de la magie ? Alors tout d'abord, et par honnêteté intellectuelle, il me semble important de préciser qu'il n'existe aucune preuve dans le cadre scientifique de la réalité d'un quelconque phénomène magique ou de l'existence de la magie à proprement parler. Bien sûr, il serait tout à fait aussi péremptoire d'affirmer que la magie n'existe pas, de but en blanc. En réalité, il est beaucoup plus logique de dire, à ce stade,
avec les éléments dont nous disposons actuellement, il n'y a aucun élément qui nous permet de croire ou de valider l'existence des phénomènes dits de la magie. Donc, et à ce stade, la magie repose avant tout sur la croyance et sur l'adhésion volontaire à l'idée que la magie pourrait exister. Alors, les motifs de croyance, eux, sont tout à fait variables. On peut y croire par peur. Des gens ont peur d'être envoûtés, ont peur de subir un mauvais œil, et là on entre dans le cadre de la superstition, d'un héritage culturel et de tout un tas d'autres choses. On peut croire à la magie par phénomène religieux, dans le cadre de la religion, pour dire que le sorcier obtient des pouvoirs, des puissances surnaturelles dues aux démons, dans le but d'accomplir des mauvaises actions. Inversement, le saint chrétien pourrait obtenir un don divin par sa grande dévotion et accomplir des miracles, une sorte de magie bienveillante, si l'on peut dire, et donc accomplir des actions surnaturelles. Donc, dans les cadres religieux, on peut adhérer à la croyance en les phénomènes de la magie. On va trouver aussi des religions qui intègrent directement des pratiques magiques dans leur corpus. Par exemple, le vaudou, la santeria, le shintoïsme et tout un tas d'autres choses, bien entendu. On peut aussi croire à la magie par fantasme, en se disant il existerait possiblement des forces surnaturelles, et ces forces surnaturelles, si je les maîtrise, me permettraient de changer mon existence, d'améliorer mon quotidien, de trouver un meilleur travail, de trouver l'amour, de devenir riche, et tout un tas d'autres choses. Donc on peut croire à la magie par peur, par fantasme, par superstition, par croyance, par adhésion à une religion, et tout un tas d'autres motifs, bien évidemment. À titre personnel, moi-même, je crois à la réalité de phénomènes magiques. Néanmoins, il n'est pas possible à l'État de prouver la réalité de ces phénomènes. Alors, après, et pour terminer cette introduction, je vous rappelle qu'il y a tout un tas d'éléments qui étaient considérés comme magie dans les temps passés, et qui aujourd'hui sont compris sur le point de vue scientifique, et aujourd'hui sont appelés sciences. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la magie d'hier est devenue la science d'aujourd'hui, et maintenant la question, est-ce que la magie d'aujourd'hui ne sera pas tout simplement la science de demain? Le débat est ouvert, je n'ai évidemment pas la réponse à cette question. Pour le moment, entrons donc dans la première partie de cette émission, à savoir les théories de la magie, comment ceci est censé fonctionner. Tout d'abord, la loi cosmogonique, ensuite la loi de correspondance, les lois de correspondance, ensuite la chaîne magique, le fluide des mages, et pour finir, les formes pensées et les égrégores. Pour commencer, sur le plan de l'histoire, il est très difficile de savoir à partir de quand la magie et les hypothétiques phénomènes magiques apparaissent dans l'histoire de l'humanité. Il est probable, mais ceci est hypothétique, que la magie va apparaître de façon concomitante avec l'apparition des premières religions, des premiers systèmes de croyance. À partir du moment où les individus vont chercher à comprendre ou à trouver une logique au cosmos, le pourquoi les phénomènes ont lieu, l'hypothèse des divinités ou des grands esprits, eh bien il est probable que les premiers rites à application, c'est-à-dire les premiers rites de magie, soient apparus dans le but de manipuler ces puissances ou d'agir avec ces puissances dans le but d'altérer le réel. Ceci est hypothétique, mais il est probable, encore une fois, que depuis les premiers concepts de croyance, le phénomène de la magie soit apparu en même temps. Pour l'aspect plus historique de l'histoire de la magie, je vous renvoie à un cycle de 3 émissions que j'ai produit il y a quelque temps, qui va vous parler donc de la sorcellerie, de la haute magie, de la magie psychique et tout un tas d'autres choses. Là, je vais me concentrer vraiment sur l'aspect la magie, comment ça marche. Alors, la première chose est que la magie a toujours attrait avec le surnaturel, comprenez avec l'au-delà ou l'autre monde. Donc, dans les modèles cosmogoniques de toutes les religions du monde, avec des variables bien entendu, mais l'archétype commun est toujours le même, c'est qu'il y a la réalité tangible observable, où nous évoluons, et un autre monde, un au-delà, un monde supranormal, ou invisible, dans lequel évoluent possiblement les grands esprits, ou les divinités, et tout un tas de forces invisibles. Eh bien, de façon équivalente, si la science, la physique, la biologie, tout un tas d'autres matières sont les sciences matérielles appartenant à notre réalité tangible, eh bien on peut considérer qu'en miroir et de façon équivalente, de l'autre côté, il y a les sciences de l'invisible. Les sciences et les règles de fonctionnement du monde de l'invisible. Et on va lui donner tout simplement le mot de magie. Donc, si nos scientifiques détiennent la connaissance des sciences visibles, eh bien, ce sont les esprits, les divinités ou tout un tas d'autres choses qui détiennent les secrets, les règles de fonctionnement et les méthodologies des sciences de l'invisible ou de la magie. Donc, c'est ainsi que l'individu, le sorcier, le mage, le chaman, peu importe, qui veut apprendre les règles de fonctionnement et les usages de la magie, eh bien, il doit établir une connexion
avec ce monde de l'invisible, avec ses esprits ou ses divinités. C'est pour cela que dans les mythes, vous trouverez de nombreux récits où le héros tente d'entrer en contact ou en communication avec des divinités ou des esprits afin que ces derniers lui enseignent des pratiques, des rituels ou des sorts afin de pouvoir accomplir sa quête, dans la plupart des cas. Alors, ça c'est ce qu'on va appeler la loi de connexion avec l'invisible. Bien sûr, cela pose, du moins cela ouvre une autre porte, celui d'un autre archétype commun à la plupart des systèmes religieux de la planète, c'est l'idée que nous sommes nous-mêmes des individus ayant une double nature. Une nature corporelle, tangible, observable via notre corps physique, mais également une nature spirituelle ou une nature invisible avec notre âme, notre esprit, ou quel que soit le nom qu'on veut donner, ou toute la complexification d'ailleurs que l'on veut donner à l'idée du corps invisible. Mais il y a l'idée centrale d'une réalité matérielle et de l'autre côté une réalité spirituelle. Donc de facto, nous-mêmes sommes des individus qui avons la capacité d'apprendre les sciences tangibles du monde réel, mais aussi la capacité d'apprendre les règles des sciences de l'invisible, puisque nous faisons également d'une certaine façon partie de ce monde. Donc c'est la loi de connexion entre le visible et l'invisible. Mais là maintenant, arrive une autre question, c'est la loi de cause à effet. Comment les sciences de l'invisible peuvent-elles avoir une réalité sur le réel? De la même façon, comment le réel pourrait-il avoir une réalité objective ou une application objective sur le monde de l'invisible? Il semble y avoir une loi de connexion, une loi de cause à effet entre les deux. L'une des actions se répercuterait de façon équivalente dans l'autre monde. Et là, c'est typiquement la phrase que l'on va retrouver dans la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour faire les miracles d'une seule chose. Donc il y aurait l'idée que ces deux mondes en miroir fonctionnent en synergie, comme s'il y avait une puissance qui les liait l'un à l'autre, et que comme on lance une balle dans l'eau, il y a des vagues, des remous, et que les deux mondes partagent une sorte de destin commun par une sorte de force de résonance. Et ce qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Mais avant d'aller plus loin, reste une dernière question qui doit être posée à ce stade, c'est la magie est-elle quelque chose de naturel ou de surnaturel? Si l'on reprend nos définitions que je vous donnais en introduction, eh bien de facto la magie est quelque chose de surnaturel puisque cela fait intervenir des forces invisibles qui ne font pas partie de la nature, donc surnaturelles. Mais à l'inverse, si l'on se place dans les modèles de croyances de différentes religions à travers le monde, la nature, ce n'est pas que la réalité tangible observable. En réalité, la nature, c'est l'ensemble de la création. Et de ce fait, dans ce mot nature, on y place la réalité tangible observable, mais également l'au-delà et ces hypothétiques mondes superposés. Par exemple, dans la Kabbale, on va dire le monde matériel, c'est Assia, puis ensuite on a Yestrira, Bria, Hasilouf, etc. Eh bien, tout ceci forme la nature dans le cadre de la Kabbale. Ce n'est pas seulement le monde observable. Donc, dans cette lecture-là ou dans ces différentes lectures-là, la magie n'est plus du tout quelque chose de surnaturel, mais quelque chose de naturel, mais qui ne se limite pas à la réalité tangible observable, ce qui est totalement différent. Après, pour mieux dire, tout ceci, après tout, est un jeu de langage, mais cela est important dans le cadre des croyances. Alors maintenant, posons la deuxième problématique, à savoir la loi des correspondances. Je vous rappelle que le but de la magie n'est pas que de l'ordre de la spiritualité. Le but n'est pas que d'une quête ésotérique. La magie est quelque chose qui recherche l'application pratique. Donc de ce fait, le but est d'utiliser ces forces dites de l'invisible pour agir sur le visible, c'est-à-dire sur le réel. Or, pour que cela ait lieu, cette loi de cause à effet, si l'on peut dire, eh bien, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la loi des correspondances, ou encore les conditions d'application de la magie. Alors, pour expliquer un petit peu comment cela s'articule, je vais prendre un exemple en Mésopotamie. En Mésopotamie, vous avez des divinités diverses et variées. Or, vous avez par exemple Shamash, qui est appelé le dieu du soleil, ou encore Sin, qui est appelé le dieu de la lune. Mais la lune ou le soleil en tant qu'astre visible observable ne sont pas considérés comme étant la divinité à proprement parler, mais simplement la manifestation de son pouvoir dans le monde visible. C'est-à-dire que, quand on prie en direction du soleil, ou qu'on veut se mettre en résonance avec le soleil, on veut se mettre en résonance avec le pouvoir de Shamash, mais le dieu qui est lui-même dans l'invisible. Donc il y a l'idée que le monde visible et le monde invisible sont en miroir, et qu'il y a
un corps invisible et un corps visible, et que ces deux sont en résonance. Le soleil est le corps visible de Shamash, le dieu invisible. Sin est le dieu invisible, la lune est son corps visible, tout comme nous possédons un corps visible et une âme invisible, et que les deux fonctionnent en synergie. Et bien, de la même façon, il y aurait tout un tas d'éléments dans la nature qui sont les représentations physiques d'éléments qui existent dans le monde de l'invisible. Or, il est important de connaître ce langage de connexion afin de mettre en mouvement les forces. Alors, dans ces lois de correspondance, la plus importante et celle qu'on va retrouver à peu près en permanence est l'idée tout d'abord du temps magique ou les correspondances astrologiques. Qui sont utilisées dans ce cadre, habituellement ce sont tout d'abord les 7 astres visibles, à savoir Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Pas que les planètes, on y rajoute le Soleil et la Lune, ce sont les 7 astres visibles. On va les retrouver dans la culture grecque, égyptienne, mésopotamienne, on va les retrouver au Japon, en Chine, chez les Aztèques, etc. C'est là encore un élément invariant que l'on va retrouver sous forme archétypale à peu près partout. Il y a l'idée que ces 7 astres visibles portent en eux une puissance de l'invisible. Ainsi, la planète Saturne est habituellement associée au pouvoir de la mort, la communication avec les morts, ou encore les malédictions. Vénus est plus habituellement associée à l'amour, à la passion, à la sexualité et tout un tas d'autres choses. La Lune est plutôt associée à tout ce qui va être communication, intuition, inspiration et tout un tas d'éléments en ce sens. Mercure lié à la communication, Jupiter lié à l'argent, etc. Donc l'idée est que si une personne veut pratiquer un rite de magie, dans le but d'avoir un effet sur le réel et par exemple améliorer son pouvoir financier, améliorer sa situation professionnelle, eh bien il va devoir se mettre en résonance avec la loi du temps magique et se mettre en résonance avec la planète Jupiter. S'il veut faire un rite pour améliorer sa communication, son réseau social, son réseau tout court, tout simplement, il va vouloir se mettre en résonance avec les forces de Mercure et donc va devoir se mettre en conformité avec la loi du temps magique et se placer au moment de Mercure. Donc, il y a ensuite des tables de correspondance pour dire quelles sont les heures planétaires, quels sont les cycles de reproduction de ces différents astres, etc., etc. Et le mage va devoir se mettre en conformité avec cela. Ensuite, il y a le deuxième élément, toujours dans les tables du temps magique, les correspondances astrologiques, c'est justement les 12 signes du zodiaque. Alors, évidemment, on n'a pas tout à fait les mêmes signes si on se place en Orient ou en Occident, mais il y a l'idée d'un découpage du ciel en ce qu'on appelait les maisons zodiacales, ou les signes zodiacaux. Eh bien, pareil, chacune des 12 maisons zodiacales porterait en elle une puissance, une force, des vertus particulières, et suivant le rite, suivant les objectifs du mage, il va devoir se mettre en résonance, en connexion avec la maison voulue. Exemple, moi je suis par exemple du signe du Bélier, qui porte certaines particularités dans cette loi de correspondance, et donc si je veux faire quelque chose en rapport avec mon signe, je vais choisir le moment de l'année où mon signe est majoritaire, puis ensuite sélectionner les autres correspondances par rapport au rite que je souhaiterais, par exemple. Donc c'est toutes ces tables de correspondance pour trouver le bon moment à l'action souhaitée par rapport à la règle de fonctionnement de la magie. Ensuite, autre élément, c'est les sympathies et antipathies. Dans la démarche des sciences de l'invisible, tous les éléments de la réalité observable, tous les éléments concrets qui se trouvent à notre portée, possèdent en eux une correspondance, une sympathie avec les éléments de l'invisible. Et de la même façon, tous ces éléments communs autour de nous possèdent des antipathies, c'est-à-dire des dissonances avec les choses de l'invisible. Ainsi, vous avez par exemple les métaux. Dans les tables de correspondance que l'on trouve, il est de coutume que le plomb soit en général associé aux énergies de Saturne. Tout comme le mercure est associé à Mercure, vous vous doutez bien. L'argent est associé à la Lune, l'or est associé au Soleil, etc., etc. Vous avez des notes de musique, la, sol, fa, si, do, etc., qui sont les 7 notes de musique, qui sont elles-mêmes liées aux forces planétaires et elles-mêmes liées à des couleurs, à des métaux, à des pierres, à des plantes, à des animaux, etc. Donc il y a des connexions en permanence entre tous les éléments du réel et avec les forces ou les influences de l'invisible. Alors, cela pose néanmoins une question. Quelle est la valeur
de ces tables de correspondance. Et ces dernières sont-elles fiables? Après tout, pourquoi associer le plomb à Saturne? Pourquoi associer l'argent à la Lune? Pourquoi associer l'or au Soleil? Pourquoi associer telle note de musique à telle planète? Pourquoi associer tel signe du zodiaque à tel organe du corps humain? Pourquoi associer telle plante à telle planète ou telle plante à telle vertu ou à tel démon, à tel ange ou à tout ce que vous voulez? Ceci est tout à fait discutable, bien entendu. Et de nos jours, on pourrait se dire, ben oui, mais comment avoir la certitude que ces tables de correspondance sont-elles fiables? Alors la première chose, c'est d'où viennent-elles ces tables de correspondance? Eh bien, la plupart d'entre elles puisent leur source en réalité dans l'Antiquité gréco-romaine, du moins pour l'ésotérisme occidental. Certes, on va trouver des tables de correspondance de la période de la Renaissance, du Moyen-Âge, etc., mais la plupart du temps, elles reprennent des éléments qui étaient déjà en vogue depuis l'Antiquité. Alors on pourrait se dire, après tout, c'est plutôt un indicateur de fiabilité en se disant, bah oui, mais depuis l'Antiquité, donc depuis 2000-2500 ans, ces tables de correspondance sont quasiment toujours grosso modo identiques. À part quelques variables mineures, ces tables sont globalement toujours les mêmes. Donc c'est plutôt un indicateur de fiabilité. Mais d'un autre sens, on pourrait dire après tout, c'est pas parce que ça fait 2500 ans que les tables sont recopiées à l'identique que cela les rend fiables, bien au contraire. Donc le débat, encore une fois, est ouvert et je ne peux pas vous apporter de réponse. En revanche, une comparaison, enfin une porte de réflexion qui me semble intéressante, c'est que certains éléments appartenant à cette règle de sympathie, antipathie et loi de correspondance que l'on va trouver dans l'ésotérisme occidental est plutôt similaire, proche, voire identique, avec des tables de correspondance qui se trouvent en Asie en l'occurrence. Dire des connexions, par exemple avec les astres visibles, sont sensiblement les mêmes rapports, les mêmes logiques que ce qu'on va trouver en Occident. Un exemple tout à fait pertinent, c'est l'association de la planète Vénus en tant qu'astre visible avec les sentiments liés à l'amour, à la passion, à la sexualité, sont communes dans l'ésotérisme occidental, sont communes dans les mythes et les traditions d'Amérique, de Mésoamérique, précolombienne, mais sont également en connexion avec les traditions ésotériques de Chine, du Japon et de Corée, par exemple. Donc c'est plutôt un indicateur de fiabilité, sur ce plan, bien évidemment. Après, il existe des variables, des petites différences et tout un tas d'autres choses. Mais les tables de correspondance sont-elles fiables? Eh bien, je serais tenté de dire oui et non en même temps, et je vous répondrai pourquoi je vous dis ça en troisième partie de cette émission. Pour le moment, je laisse un petit peu de suspense sur ce domaine-là. Alors là, je vous ai mis quelques exemples de tables de correspondance plutôt de tradition kabbalistique avec ce qu'on appelle les heures angéliques. Alors évidemment, dans la tradition de la Kabbale, il y a l'existence d'une divinité unique et l'existence des anges, et donc il y a des tables de correspondance avec ce qu'on appelle les heures angéliques, répondant à certains critères, répondant à certaines spécificités de pouvoir, suivant l'ange invoqué et l'heure où il est invoqué, bien entendu. Table de correspondance, bien sûr, des signes, table de correspondance planétaire, table de correspondance des plantes, des métaux et tout un tas d'autres choses. Je ne pouvais pas tout vous mettre à l'écran, cela aurait été invisible ou trop difficile à lire en petit. Alors je vous ai mis 3 livres où vous allez trouver de nombreuses tables de correspondance à l'intérieur qui sont sensiblement identiques. Maintenant, passons aux questions suivantes, à savoir la loi de la chaîne magique. Alors, une fois que nous avons compris la loi cosmogonique et la loi de correspondance, eh bien, on en arrive au constat, du moins dans la théorie de la magie, qu'il existe une sorte de toile d'araignée, une toile invisible qui englobe l'intégralité de la nature, au sens cosmogonique, bien évidemment, et que tout ceci forme l'environnement magique, comme s'il y avait des fils invisibles qui relient toutes choses entre elles. C'est comme si moi, j'étais relié par des fils invisibles à mon ordinateur, à ma lampe, à mon micro, et même à vous, plus lointainement, avec tout un tas de fils invisibles, des milliards et des milliards et des milliards de milliards de fils invisibles qui relient toutes choses dans une gigantesque toile d'araignée. Or, il s'agirait de tirer sur les cordes, de tirer sur ces fils, de jouer avec la longueur, sur tirer, repousser, etc. Toutes choses. La chaîne magique, c'est l'idée donc de ces correspondances et de ces lois cosmogoniques comprises et qui connectent toutes choses entre elles dans une sorte de grande logique universelle, si je puis dire. Donc l'environnement magique, néanmoins, maintenant, dans la quête de comment ça marche, pour le mage, le sorcier, le chaman ou peu importe, il va chercher à utiliser cet environnement magique, à utiliser cette scène magique pour mettre en action les choses.
Mais pour cela, il va utiliser principalement 3 données. La première que j'ai appelée les objets phylactères, donc un objet catalyseur, quelque chose qui a pour but de contrôler cette chaîne magique, de créer une chaîne d'énergie entre un élément de puissance jusqu'à cet objet phylactère, dans le but que le mage ou le sorcier ait à sa disposition ce pouvoir grâce à l'objet qui catalyse, qui concentre, qui attire une force donnée. Alors pour vous le représenter, ces objets phylactères, je vous ai fait ce petit schéma. Vous avez l'individu, le mage, le sorcier, qui possède 3 objets, représentés par des petites tours jeux d'échecs que j'ai mis là. L'un de ces objets a pour but, pour le mage, de catalyser, de créer une chaîne magique entre l'énergie de l'arbre, l'énergie de la nature, pour les concentrer dans cet objet phylactère. De la même façon, il crée un objet phylactère dans le but de catalyser, de concentrer, de créer la chaîne magique avec l'énergie de l'eau, de la rivière, etc. Et il en fait un troisième pour se connecter à l'énergie solaire. Le but étant que ces 3 objets vont lui permettre de créer une chaîne forte et mettre à sa disposition la puissance de l'arbre, de la rivière et du soleil pour son hypothétique opération magique, mais qui doit néanmoins elle-même se mettre dans la loi du temps magique en correspondance avec les astres visibles, les constellations, etc. Tout ce que vous voulez, bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a l'idée des influences passives. L'individu, le mage, le sorcier et n'importe qui en réalité subirait en permanence les influences des forces de l'invisible. C'est-à-dire que même en n'ayant aucun objectif d'action magique, au quotidien, en marchant, en faisant votre vie courante, vous seriez vous-même, moi-même et tout le monde réceptifs à des forces invisibles, cette puissance de la rivière autour de nous, cette puissance de l'arbre autour de nous, cette puissance du soleil autour de nous, qui me servent d'exemple, bien évidemment, dans cette vidéo. Mais donc, nous serions en permanence sous influence de toutes ces différentes choses. Et on en arrive au 3e élément, c'est-à-dire la puissance de volonté active, avec ce schéma plus complexe, qui dit nous sommes en permanence soumis aux influences extérieures. Alors, quitte à y être soumis, autant créer cet objet phylactère qui va permettre de canaliser cette puissance qui nous influence, afin d'en faire une puissance, de la catalyser pour la mettre à notre service. Et une fois qu'on met cette puissance passive à notre service, on peut la rendre active et en faire ce que l'on souhaite, et pouvoir la projeter dans une action donnée. C'est ça la loi de la chaîne magique. Créer des chaînes avec les puissances de l'invisible, afin de les mettre à notre service, à notre disposition, pour pouvoir les reprojeter dans une volonté précise. Alors, la question suivante est celle de l'énergie. Si on a ces lois cosmogoniques, ces lois de correspondance qui relient le visible et l'invisible, puis ensuite cette toile d'araignée ou cette chaîne magique qui se trouve en toute chose et connecte toute chose, quel est l'élément qui circule dans cette toile? Eh bien, on va lui donner des noms différents. On va l'appeler le fluide, on va l'appeler le mana, on va l'appeler le ki, le prana, le chi, le hachi, ou tout un tas d'autres termes. Il y a l'idée qu'il y a une substance